Casse-Noisette et le roi des souris. Le jour de Noël. Au 24 décembre, la chambre du milieu, et bien plus encore le salon qui y donnait, furent formellement interdits aux enfants du médecin consultant Stahlbaum. Fritz et Marie se tenaient assis l'un près de l'autre dans un coin de la chambre du fond. Le crépuscule du soir était déjà descendu, et ils éprouvaient une certaine crainte en ne voyant pas apporter de la lumière comme cela se faisait d'habitude à cette heure du jour. Fritz raconta, en parlant bien bas à sa jeune sœur, elle était âgée de 7 ans, qu'il avait entendu frapper et aller et venir dans la chambre fermée, et aussi qu'il n'y avait pas bien longtemps, un petit homme tenant une cassette sous le bras s'était glissé dans l'escalier. « Pour sûr, ajouta-t-il, ce petit homme est le parrain Drosselmayer. » Alors la petite Marie frappa ses petites mains l'une contre l'autre et s'écria toute joyeuse. « Ah, le parrain Drosselmayer aura fait pour nous quelques belles choses !» Le conseiller de la haute cour de justice, Drosselmayer, n'était pas beau. Il était petit et maigre, avait un visage sillonné de rides, il portait un grand emplâtre noir sur l'œil droit, et il était chauve, ce qui l'obligeait à porter une jolie perruque blanche, mais faite en verre avec un art merveilleux. En outre, le parrain était un homme très habile, qui s'y entendait très bien en horlogerie et faisait lui-même des montres au besoin. Aussi, quand une des belles pendules de la maison Stahlbaum était malade et ne voulait plus chanter, alors le parrain Drosselmayer arrivait. Il ôtait sa perruque de verre, retirait son habit jaunâtre, ceignait un tablier bleu et plongeait dans les ressorts des instruments pointus qui faisaient mal à la petite Marie, mais il ne faisait aucun mal à la pendule. Bien au contraire, elle recommençait à s'animer, et aussitôt elle se mettait à gronder, à battre et à chanter toute joyeuse, ce qui causait un grand plaisir. Quand il venait, le parrain apportait toujours quelque jolie chose dans sa poche pour les enfants. Tantôt un pantin qui tournait les yeux et faisait des courbettes bien comiques, tantôt une tabatière d'où s'élançait un petit oiseau, ou quelque autre chose du même genre. Mais au jour de Noël, c'était toujours quelque bel ouvrage artistement exécuté par lui et qui lui avait coûté beaucoup de travail et que les parents conservaient avec soin après qu'il en avait fait le don. « Ah, le parrain Drosselmayer aura fait quelques belles choses pour nous, » répéta la petite Marie. Mais Fritz dit « Ce sera une citadelle dans laquelle de jolis soldats marchent et font l'exercice, et alors d'autres soldats doivent venir et y entrer de force. » Et ceux de l'intérieur tirent bravement des coups de canon, ce qui fait un grand tapage. « Non, non, interrompit Marie. Le parrain Drosselmayer m'a parlé d'un grand jardin où il y a un grand lac, et dans ce lac nagent des cygnes magnifiques, avec des colliers d'or, et ils chantent les plus belles chansons. Alors une petite fille sort du jardin, et elle appelle sur le lac les cygnes et leur donne de la bonne frangipane à manger. »« Les cygnes ne mangent pas de frangipane, » reprit Fritz un peu durement. « Et le parrain Drosselmayer ne peut pourtant pas faire tout un grand jardin. Par le fait, nous gardons peu ces joujoux, on nous les reprend toujours. J'aime mieux ceux que nous donnent papa et maman, on nous les laisse et nous en faisons ce que nous voulons. » Puis les enfants se demandèrent ce que l'on pourrait bien leur donner cette fois. « Mademoiselle Trutschden, sa grande poupée, dit Marie, est bien changée. Elle est d'une maladresse. À chaque moment, elle tombe sur le plancher, ce qui lui fait de vilaines taches sur le visage. Il est impossible maintenant de penser à nettoyer sa robe. J'ai beau la gronder, c'est du temps perdu. Mon écurie, reprit Fritz, a besoin d'un beau cheval et mes troupes manquent complètement de cavalerie, et papa le sait bien. » Les enfants n'ignoraient pas que leurs parents avaient acheté pour eux de jolis cadeaux, et leur sœur aînée, Louise, leur avait dit que c'était le Christ Saint lui-même qui donne aux enfants par les mains de leurs bons parents, ce qui peut leur causer une véritable joie, qu'ils savaient mieux que ce qui pouvait leur convenir, et que pour cela, il ne fallait ni espérer ni former des désirs, mais attendre pieusement et tranquillement les cadeaux qui devaient leur être distribués. La petite Marie était restée toute pensive, mais Fritz murmurait tout bas. Je voudrais pourtant bien avoir un cheval et des hussards. L'obscurité était tout à fait venue. Fritz et Marie, serrés l'un contre l'autre, n'osaient plus parler. Il leur semblait entendre un léger frôlement d'ailes autour d'eux. Et aussi une belle musique qui retentissait dans le lointain. Une lueur brillante vint rayer le mur,
Et alors Fritz et Marie comprirent que le Christ enfant venait de s'envoler sur des nuages éclatants de lumière pour aller visiter d'autres enfants heureux. Au même instant, on entendit résonner un timbre argentin. Klingling, klingling. Les portes s'ouvrirent, et il s'élança de la grande chambre une telle lumière que les enfants restèrent immobiles sur le seuil en poussant un cri d'admiration. Mais papa et maman s'avancèrent vers la porte et prirent leurs enfants par la main en leur disant « Venez, venez, chers enfants, et voyez ce que le Christ Saint vous a donné. » Les dons. Je m'adresse à toi, bon lecteur, pour te prier de te remettre en mémoire les derniers beaux cadeaux qui resplendissaient pour toi sur la table de Noël. Et alors, tu comprendras comment les enfants restèrent muets et immobiles, la joie dans les yeux, et comment, après une petite pause, Marie s'écria « Ah, que c'est beau, que c'est beau !» Et comment Fritz essaya quelques cabrioles qu'il réussit à merveille. Mais les enfants devaient avoir été bien gentils et bien sages pendant l'année entière, car jamais leur cadeau n'avait été aussi magnifique que cette fois. Le grand pain au milieu de la table portait une foule de pommes d'or et d'argent, des pralines et des bonbons de toutes sortes en représentaient les boutons et les fleurs, et de beaux et nombreux jouets étaient suspendus à toutes les branches. Mais ce qu'il y avait de plus beau dans l'arbre merveilleux, c'était une centaine de petites bougies qui brillaient comme des étoiles dans son sombre feuillage. Et tandis qu'il semblait, avec ses lumières, au-dedans et au-dehors, inviter les enfants à cueillir ses fleurs et ses fruits. Tout resplendissait, riche et varié. Que de belles choses se trouvaient là, et qui pourrait essayer de les décrire? Marie regardait les plus belles poupées, toutes sortes de charmants petits ustensiles de ménage, et ce qui attirait le plus les yeux de la petite Marie, c'était une petite robe de soie qui pendait sur un petit piédestal élégamment orné de délicieux rubans. Elle la regardait de tous côtés et s'écriait à chaque instant « Oh, que c'est beau! Oh, la jolie robe! Et je pourrais la mettre, bien vrai, bien vrai !» Fritz, pendant ce temps, avait déjà fait 3 ou 4 fois le tour de la table au galop sur le nouveau cheval qu'il avait trouvé tout bridé. Et mettant pied à terre, il dit « C'est une bête fougueuse, mais peu importe, j'ai la d'entrée !» Et il mit en rang les nouveaux escadrons de hussards, magnifiquement habillés de rouge galonné d'or. Ils avaient en main des sabres d'argent, et leurs chevaux blancs avaient un tel éclat que l'on aurait pu croire qu'ils étaient d'argent aussi. Les enfants voulaient, devenus déjà plus tranquilles, feuilleter les merveilleux livres d'images qui étaient ouverts, et où se trouvaient peints toutes sortes d'hommes, toutes sortes de fleurs, et aussi de charmants enfants qui jouaient ensemble, et qui étaient si bien faits qu'on aurait pu croire qu'ils vivaient réellement et se parlaient entre eux. Ils voulaient de nouveau regarder ces livres lorsqu'on sonna encore une fois. Ils savaient que le parrain Drosselmayer devait faire aussi ses cadeaux, et ils coururent vers la table placée contre le mur. Le paravent qui l'avait si longtemps caché se replia tout à coup. Sur une prairie émaillée de fleurs de toutes façons s'élevait un château magnifique avec de nombreuses fenêtres à vitres et des tours d'or. Un concert de cloches se fit entendre. Les portes et les fenêtres s'ouvrirent et l'on vit des messieurs de très petite taille se promener dans les salles avec de petites dames aux longues robes traînantes et aux chapeaux chargés de fleurs. Dans la salle du milieu, si bien éclairée qu'elle paraissait en feu tant il s'y trouvait de bougies, dansaient des enfants en pourpoint court et en petites vestes au son des cloches. Un monsieur couvert d'un manteau vert d'émeraude regardait souvent par la fenêtre, faisait des signes et s'éloignait, et aussi le parrain Drosselmayer, grand comme le pouce du papa, se montrait de temps en temps sur le seuil de la porte du château et rentrait en dedans. Fritz, les bras accoudés sur la table, regardait le beau château et les promeneurs, et il dit « Parrain Drosselmayer, laisse-moi entrer dans ton château !» Le conseiller de la cour de justice lui répondit que cela n'était pas possible. Et il avait raison, car il était déraisonnable à Fritz de vouloir entrer dans un château qui, même avec ses tours d'or, n'était pas si haut que lui-même. Fritz comprit cela. Au bout d'un instant, comme les messieurs et les dames se promenaient sans cesse de la même façon, que les enfants dansaient, que l'homme émeraude regardait par la fenêtre et que le parrain Drosselmayer se montrait sous la porte, Fritz, impatienté, dit « Parrain Drosselmayer, sors donc par la porte d'en haut !»« Cela ne se peut pas, mon cher petit Fritz, » répondit le parrain. « Eh bien, fais promener avec les autres le petit homme émeraude qui regarde si souvent par la fenêtre. »« Cela ne se peut pas non plus, » répondit encore le parrain. « Alors,
reprit Fritz. « Fais descendre les enfants, je veux les voir de plus près. » « Mais cela n'est pas possible, » reprit le parrain, contrarié. « Une mécanique doit rester comme elle a été faite. »« Oh, » reprit Fritz en traînant le ton, « rien de tout cela ne se peut. Écoute, parrain, si tes petits hommes bien habillés ne peuvent faire dans ce château que toujours une seule et même chose, alors ils ne valent pas grand-chose. Je ne les désire pas beaucoup. J'aime bien mieux mes hussards qui manœuvrent en avant, en arrière, à ma volonté, et ne sont pas enfermés dans une maison. » Et en disant cela, il s'en alla en sautant vers la table de Noël et fit trotter les escadrons sur leurs chevaux d'argent et les fit charger selon son bon plaisir, avec force coups de sabre et coups de feu, d'après son caprice. La petite Marie s'était aussi doucement éclipsée, car elle s'était bientôt aussi lassée des allées et venues et des danses des poupées. Mais, comme elle était bonne et très gentille, elle ne l'avait pas laissé voir comme son frère Fritz. Le conseiller de la cour de justice dit, d'un ton désappointé, « Ce travail artistique n'est pas fait pour des enfants qui ne peuvent le comprendre. Je vais serrer mon château. » Mais la mère s'avança, se fit montrer tout le mécanisme intérieur et les rouages ingénieux qui mettaient les poupées en mouvement. Le conseiller démonta tout et le remonta de nouveau. Cela lui rendit sa bonne humeur, et il donna encore aux enfants quelques petits hommes bruns et des femmes avec les visages, les mains et les jambes dorés. Ces figures étaient d'argile et avaient l'odeur douce et agréable de pain d'épices, ce qui réjouit beaucoup Fritz et Marie. La sœur Louise, sur l'ordre de sa mère, avait mis la belle robe qu'on lui avait donnée, et elle était charmante avec. Mais Marie, avant de mettre la sienne, comme on le lui disait, demanda à la regarder encore un peu. Cela lui fut accordé très volontiers. Le protégé. La petite Marie ne voulait surtout pas s'éloigner encore de la table de Noël parce qu'elle n'avait rien vu qui eût attiré spécialement son attention. En enlevant les hussards de Fritz, qui se tenaient en ligne de parade tout près de l'arbre des joujoux, un petit homme avait été mis à découvert et il attendait là, tranquille et discret, que son tour arrivât. Il y avait certainement beaucoup à objecter contre l'élégance de ses formes, car outre que son gros ventre ne fût nullement en rapport avec ses petites jambes grêles, sa tête paraissait aussi beaucoup trop grosse, mais son habillement parlait en sa faveur, car il faisait supposer un homme de goût. Ainsi, il portait une très jolie veste de hussard, d'une belle et brillante couleur violette, avec une foule de ganses et de boutons blancs. Des pantalons du même genre et de ces très jolies petites bottes qui étaient autrefois de mode parmi les étudiants et même les officiers, elles étaient si bien ajustées aux jambes qu'on aurait pu croire qu'elles étaient peintes. Ce qui faisait un effet comique dans son arrangement, c'était un étroit et long manteau placé par derrière et qui paraissait être de bois, et il portait en outre un bonnet de mineur. Et Marie se rappela aussitôt que le parrain Drosselmayer avait aussi une cape assez laide et une bien vilaine casquette, ce qui ne l'empêchait pas pourtant d'être un parrain bien aimé. Et tout en regardant de plus en plus le gentil petit homme qui lui avait plu dès le premier coup d'œil, Marie remarqua la bonne humeur empreinte sur sa figure. Ses yeux, d'un vert clair et un peu saillants, n'exprimaient que la bienveillance et l'amitié, et la barbe bien frisée et de laine blanche qui ornait son menton faisait ressortir le doux sourire de sa bouche bien vermeille. « Ah !» dit enfin Marie. « Mon cher papa, quel est le charmant petit homme placé là tout près de l'arbre ?»« Celui-là, dit le père, travaillera vaillamment pour vous tous, ma chère enfant. Il mordra pour vous la dure écorce des noix, et t'appartient aussi bien qu'à Louise et à Fritz, et t'appartient aussi bien qu'à Louise et à Fritz. » Et en même temps, le père le prit doucement de la table, leva son manteau en l'air, et le petit homme ouvrit une énorme bouche et montra une double rangée de dents blanches et pointues. Marie, à l'invitation de son père, émit une noix, et knack! Le petit homme la brisa de telle sorte que les coquilles tombèrent en morceaux et que Marie reçut la douce amande dans sa main. Et tout le monde apprit, et Marie avec les autres, que le joli petit homme descendait en droite ligne des casse-noisettes et continuait la profession de ses ancêtres. Marie poussa des cris de joie, et le père lui dit alors « Puisque l'ami casse-noisette te plaît tant, ma chère Marie, prends-en, si tu veux, un soin tout particulier, à la condition toutefois que Louise et Fritz pourront s'en servir comme toi. » Marie le prit aussitôt dans ses bras et lui fit casser des noix,
mais elle choisit les plus petites pour que le petit homme n'ouvrît pas trop la bouche, ce qui, dans le fond, ne lui seyait pas bien. Louise se joignit à elle, et l'ami Casse-Noisette dut ainsi lui rendre de pareils offices, et il parut le faire avec plaisir, car il ne cessa de sourire amicalement. Fritz, pendant ce temps-là, fatigué de ses cavalcades et de ses exercices, sauta auprès de ses sœurs en entendant joyeusement craquer des noix, et se mit à rire de tout son cœur du drôle de petit homme, et comme il voulait aussi manger des noix, le Casse-Noisette ne cessait d'ouvrir et de fermer la bouche, et comme Fritz y jetait les noix les plus grosses et les plus dures, 3 dents tombèrent de la bouche de Casse-Noisette, et son menton devint chancelant et mobile. « Oh, mon pauvre cher Casse-Noisette !» s'écria Marie, et elle l'arracha des mains de Fritz. « Voilà un sot animal !» dit celui-ci. « Il veut être Casse-Noisette et n'a pas la mâchoire solide. Il ne connaît pas non plus son état. Donne-le-moi à Marie, je lui ferai casser des noix à en perdre toutes les dents, et par-dessus le marché son menton si mal attaché. »« Non, non !» s'écria Marie en pleurant. « Tu n'auras pas mon Casse-Noisette. Vois un peu comme il me regarde mélancoliquement en montrant les blessures de sa bouche. Mais toi, tu es un cœur dur et tu fais même fusiller un soldat. Cela doit être ainsi, » s'écria Fritz. « Mais le Casse-Noisette m'appartient aussi bien qu'à toi. Donne-le-moi !» Marie se mit à pleurer violemment et enveloppa vite le Casse-Noisette dans la poche de son tablier. Les parents vinrent avec le parrain Drosselmayer et celui-ci prit part au chagrin de Marie. Mais le père dit « J'ai mis spécialement le Casse-Noisette sous la protection de Marie, et comme je vois qu'elle lui devient nécessaire, je lui donne plein pouvoir sur lui, sans que personne puisse y trouver à redire. Au reste, je m'étonne de voir Fritz exiger de quelqu'un blessé dans un service la continuation de ce service. Il devrait savoir, en bon militaire, que l'on ne remet plus les blessés dans les rangs de bataille. » Fritz fut fort confus et se glissa, sans plus s'occuper de noix et de casse-noisette, de l'autre côté de la table, où ses hussards avaient établi leur bivouac, après avoir convenablement posé leurs sentinelles avancées. Marie recueillit les dents brisées du casse-noisette, elle lui enveloppa son menton malade avec un beau ruban blanc qu'elle détacha de sa robe, et enveloppa le pauvre petit, qui paraissait encore pâle et effrayé, dans son mouchoir, avec un plus grand soin qu'auparavant. Et puis, tout en le berçant dans ses bras comme un enfant, elle se mit à parcourir le nouveau cahier d'images qui faisait partie des cadeaux du jour. Et contre sa coutume, elle se fâchait très fort lorsque le parrain Drosselmayer lui demandait en riant bien haut « Mais pourquoi prends-tu autant de soin d'un être aussi affreux ?» La comparaison étrange avec Drosselmayer qui lui était survenue lorsqu'elle avait vu le petit pour la première fois lui revint en mémoire. Et elle dit très sérieusement « Qui sait, cher parrain, si tu faisais toilette comme mon casse-noisette, et si tu avais de belles bottes aussi brillantes, qui sait si tu n'aurais pas aussi bon air que lui ?» Marie ne comprit pas pourquoi ses parents se mirent à rire aussi fort, et pourquoi le conseiller de haute justice devint rouge jusqu'aux oreilles, et rit un peu moins fort qu'auparavant. Il pouvait avoir ses raisons pour cela. Prodige. Il y a, à gauche, en entrant dans la chambre où l'on se tient d'habitude chez le médecin consultant, une haute armoire vitrée placée contre le mur. C'est là où les enfants serrent tous les cadeaux qui leur sont faits chaque année. Louise était encore bien petite lorsque le père fit fabriquer cette armoire par un très habile ouvrier. Dans le haut, où Fritz et Marie ne pouvaient atteindre, étaient placées les œuvres d'art du parrain Drosselmayer. Après venaient des rayons de livres, et les 2 derniers rayons appartenaient en commun aux petits-enfants. Toutefois, Marie se réservait celui du bas pour ses poupées, et Fritz avait fait de celui placé au-dessus le quartier général de ses troupes. Ce soir, Marie avait mis de côté mademoiselle Trudchen et avait placé la nouvelle poupée, parée avec élégance, dans sa petite chambre si bien meublée, et l'avait invitée à partager ses bonbons. Mademoiselle Claire, c'était son nom, devait se trouver à merveille dans une chambre pareille. Il était déjà tard, minuit allait sonner. Le parrain Drosselmayer était déjà parti depuis longtemps, et les enfants ne pouvaient se décider à quitter l'armoire vitrée, bien que leur mère leur eût répété plus d'une fois qu'il était grand temps d'aller au lit. « C'est vrai ?» s'écria Fritz. « Les pauvres diables, les hussards, voudraient se reposer, et tant que je suis là, aucun d'eux n'osera fermer l'œil, je le sais bien. » Et il partit. Mais Marie priait sa mère. « Petite mère chérie, laisse-moi là encore un moment, un seul petit moment. J'ai encore quelques petites choses à arranger.
et après j'irai me coucher tout de suite. » Marie était une enfant bien raisonnable, et sa bonne mère pouvait sans craindre la laisser seule avec ses joujoux. Seulement, la mère éteignit toutes les lumières, à l'exception d'une lampe suspendue au plafond, qui répandait une douce lueur. « Dépêche-toi de venir, chère Marie, » lui dit la mère. « Autrement, tu ne pourras pas demain te lever à temps. » Et elle entra dans sa chambre à coucher. Aussitôt que Marie se trouva seule, elle s'avança rapidement en portant encore sur ses bras le casse-noisette malade enveloppé dans son mouchoir. Elle le posa sur la table avec précaution, déroula le mouchoir et regarda le blessé. Casse-noisette était très pâle, mais il lui fit un sourire mélancolique et si aimant que Marie en fut touchée jusqu'au fond du cœur. « Ah, Casse-noisette, dit-elle très bas, ne sois pas fâché contre mon frère Fritz qui t'a fait tant de mal. Il n'avait pas de mauvaises intentions. Seulement, il est devenu un peu brutal en vivant avec les rudes soldats. Mais c'est un très bon enfant, je t'assure. Moi, je te soignerai bien tendrement jusqu'à ce que tu sois devenu gai et bien portant. Le parrain Drosselmayer, qui s'y entend, te remettra les dents et rassurera tes épaules. » Mais Marie s'arrêta tout à coup, car lorsqu'elle prononça le nom de Drosselmayer, l'ami Casse-Noisette fit une terrible grimace, et il sortit de ses yeux comme des pointes brillantes. Au moment où Marie allait s'effrayer, le visage de l'honnête Casse-Noisette était redevenu mélancolique et souriant, et elle comprit qu'un courant d'air, en agitant la flamme de la lampe, avait ainsi défiguré son visage. « Suis-je donc folle, dit-elle, de m'effrayer aussi facilement et de croire qu'une poupée de bois peut me faire des grimaces ? Mais j'aime Casse-Noisette parce qu'il est comique et en même temps d'un si bon caractère, et pour cela il mérite d'être soigné comme il faut. » Puis elle prit Casse-Noisette dans ses bras, s'approcha de l'armoire vitrée et dit à la nouvelle poupée « Je t'en prie, mademoiselle Claire, cède ton lit à Casse-Noisette et contente-toi du sofa. Tu te portes bien, car autrement tu n'aurais pas de si belles couleurs. Réfléchis qu'il y a peu de poupées qui possèdent un sofa aussi moelleux. » Mademoiselle Claire, dans sa belle toilette, parut assez mécontente, prit un air dédaigneux et ne répondit rien. « Qu'ai-je besoin de tant de façons ?» continua Marie, et elle tira le lit, y posa doucement Casse-Noisette, enveloppa encore avec un nouveau ruban ses épaules malades et le couvrit jusqu'au nez. « Tu ne resteras pas auprès de cette boudeuse de Claire, » dit-elle. Et elle prit le lit avec Casse-Noisette et le mit dans le rayon supérieur, près du beau village où étaient campés les hussards de Fritz. Elle ferma l'armoire et voulut se rendre dans la chambre à coucher. Alors on entendit tout autour un murmure, un chuchotement, un léger bruit, tout bas, derrière le poêle, derrière les chaises, derrière l'armoire. La pendule gronda toujours de plus en plus fort, mais elle ne pouvait pas sonner. Marie leva les yeux vers l'horloge. Le grand hibou qui la dominait avait abaissé ses ailes qui couvraient tout le cadran et il avait allongé sa vilaine tête de chat au bec crochu. Le grondement continuait et l'on y distinguait ces mots. « Heure, 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 heure » murmurait doucement le roi des souris à l'oreille fine. « Peur, poum, poum, chantez seulement, chantez vos vieilles chansons. Peur, poum, poum, frappez, clochette, frappez, c'est bientôt fait. » Et la clochette, sourde et enrouée, fit 12 poum, poum. Marie commença à avoir le frisson, et elle allait se sauver d'effroi lorsqu'elle vit le parrain Drosselmayer. Il se tenait assis sur la pendule à la place du hibou, et il avait laissé tomber des deux côtés comme des ailes les pans de son habit jaune. Elle reprit donc courage et s'écria d'une voix plaintive « Parrain Drosselmayer, que fais-tu là-haut? Descends et ne me fais pas peur comme cela, méchant parrain Drosselmayer !» Mais alors, il s'éleva de tous côtés un bruit de fou rire et de sifflements, et l'on entendit bientôt trotter et courir derrière les murailles, comme des milliers de petits pieds, et 1000 petites lumières brillèrent à travers les fentes du parquet. Mais ce n'étaient pas des lumières, c'étaient de petits yeux flamboyants, et Marie remarqua que des souris paraissaient de tous côtés. Bientôt, tout autour de la chambre, on courait au trot, au galop. Des amas de souris de plus en plus distinctes couraient çà et là, ventre à terre, et se plaçaient à la fin en rang et par compagnie, comme Fritz le faisait faire à ses soldats quand ils devaient aller à la bataille. Cela parut très amusant à Marie, et comme elle n'éprouvait pas contre les souris l'espèce d'horreur qu'elles inspirent aux enfants, elle commençait à reprendre courage, lorsque tout à coup,
Elle entendit des sifflements si effroyables et si aigus qu'elle sentit un frisson lui parcourir le corps. Mais qu'aperçut-elle? Juste à ses pieds tourbillonnèrent, comme mus par un pouvoir souterrain, du sable, de la chaux et des éclats de briques, et 7 têtes de souris, ornées chacune d'une couronne étincelante, sortirent du plancher en poussant des sifflements affreux. Bientôt un corps, auquel appartenaient les 7 têtes, s'agita avec violence et parvint à s'élancer dans la chambre. Toute l'armée salua 3 fois d'acclamations violentes la grosse souris ornée de 7 couronnes et se mit aussitôt en mouvement au trot, au galop, vers l'armoire et vers Marie, qui se tenait encore placée près du vitrage. Le cœur de Marie battit si fort qu'elle crut qu'il allait s'échapper de sa poitrine, et qu'alors elle mourrait, mais il lui sembla que son sang se figeait dans ses veines, et, à demi évanouie, elle chancela en reculant. Et alors, la vitre de l'armoire tomba brisée en morceaux sous la pression de son coude. Elle éprouva un moment une poignante douleur au bras gauche, mais en même temps, elle se sentit le cœur moins oppressé. Elle n'entendit plus ni cris ni sifflements, tout était devenu tranquille, et elle crut que les souris, effrayées du bruit de la vitre brisée, s'étaient réfugiées dans leurs trous. Mais tout à coup, des rumeurs étranges s'élevèrent de l'armoire placée derrière elle, et de petites voix disaient « Éveillons-nous, éveillons-nous, au combat cette nuit, éveillons-nous, au combat !» Et alors un doux et gracieux bruit de clochette résonna harmonieusement. « Ah, c'est mon jeu de cloche !» s'écria Marie toute joyeuse. Et elle sauta de côté. Elle vit que l'armoire s'éclairait et se remplissait de mouvements. 2 petites poupées couraient l'une sur l'autre et faisaient de l'escrime avec leurs bras. Tout à coup, Casse-Noisette se leva, jeta sa couverture loin de lui, se dressa sur le lit à pieds joints et s'écria d'une voix retentissante « Knack, 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 souris au bivouac, vaut à peine une claque. Quel micmac dans le sac, cric, crac !» Puis il tira son petit sabre, l'agita en l'air et s'écria « Chers vassaux, frères et amis, voulez-vous me venir en aide dans la bataille acharnée ?» Aussitôt, 3 scaramouches, un pantalon, 4 ramoneurs, 2 joueurs de guitare et un tambour s'écrièrent « Oui, maître, nous vous viendrons fidèlement en aide. Avec vous, nous marcherons au combat, à la victoire ou à la mort. » Et ils se précipitèrent au-devant de Casse-Noisette, qui se lança hardiment du rayon en bas. Les autres avaient pu se jeter sans périr, car outre que leurs riches habits étaient de drap et de soie, leur corps était rembourré de coton. Mais le pauvre Casse-Noisette se serait cassé bras et jambes, car il tombait de 2 pieds de haut, et son corps était délicat, comme s'il eût été de bois de tilleul, si mademoiselle Claire ne s'était élancée du canapé et n'avait reçu dans ses bras tendres le héros tenant son glaive à la main. « Ah, bonne Claire !» dit Marie, émue. « Comme je t'ai méconnue, sans doute tu aurais cédé ton lit de bonne grâce à l'ami Casse-Noisette. » Mais mademoiselle Claire dit en serrant le jeune héros contre sa poitrine de soie « Voulez-vous, malade et blessé comme vous l'êtes, aller au-devant des dangers ? Voyez comme vos vassaux valeureux s'assemblent dans leur impatience du combat et leur certitude de la victoire. Scaramouche, Pantalon, le ramoneur, le joueur de sitar et le tambour sont en bas, et les figures qui se trouvent sur mon rayon s'agitent et s'émeuvent. Veuillez, prince, reposer ici et applaudir d'ici la victoire. » À ces mots de Claire, Casse-Noisette frappa si fort du pied et fit des gestes si violents que Claire fut obligée de le redescendre sur le parquet. Mais alors il se mit à genoux et murmura « Ô dame, je me rappellerai toujours dans le combat votre grâce et votre bienveillance envers moi. » Claire alors se baissa assez pour pouvoir le saisir par le bras, défit rapidement sa ceinture et voulut enceindre le petit homme. Mais celui-ci recula de 2 pas, mit la main sur son cœur et dit solennellement « Que ceci ne soit pas le gage de votre bienveillance pour moi, car... » Il hésita, soupira, défit rapidement de ses épaules le ruban dont Marie les avait enveloppés, le pressa sur ses lèvres, s'enseignit comme d'une écharpe de bataille, et s'élança en agitant sa brillante épée, rapide et agile comme un oiseau, du bord de l'armoire sur le parquet. Aussitôt, les cris et les sifflements redoublèrent. Sous la table se tenaient assemblés les innombrables bataillons des souris, et au-dessus d'elles s'élevait l'affreuse souris aux 7 têtes. Que va-t-il arriver ? Fin de la première partie. La suite demain.